Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous lire un livre qui s'appelle Le pont du nez piqué. Le livre est écrit par Richard Guidry avec des illustrations de Richard Strasbourg. Et c'est une bonne histoire qui parle de notre culture dans la Louisiane, notre culture aujourd'hui, notre culture dans le passé, les traditions, le langage, la cuisine, les animaux et les plantes qu'on a autour de nous. Et il y a aussi des leçons là, des leçons pour comment on devrait montrer le respect pour les différences, montrer le respect pour notre environnement. Et j'espère que vous allez aimer ce livre, cette histoire, Le pont de nez piqué. Le premier chapitre, ça s'appelle Tissac. Un beau dimanche de printemps, dans le sud de la Louisiane, au plein milieu du pays des Cajuns, André Leblanc revenait avec sa sœur et ses parents de chez sa grand-mère. La famille avait passé Pâques avec les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, mais surtout avec grand-maman Leblanc, qui était si douce et si gentille. André avait gagné beaucoup d'œufs teints en paquant avec ses cousins. Il se vantait de ça pour agacer sa petite sœur Alice. « Je vais tous les manger et jeter les coquilles dans le bayou. T'en auras pas du tout. » « Écoutez ici, Thibaug, a dit Robert Leblanc, le père d'André. J'en ai assez de tes canailleries. Tu vas arrêter d'attiner ta petite sœur à cette heure. » Le père d'André était exaspéré par le comportement de son fils pendant leur visite chez la grand-mère. André avait espionné quand son père cachait les œufs pour la chasse aux œufs. Son père l'avait attrapé dans son jeu et l'avait retenu quelques minutes pour permettre à Alice de trouver sa part d'œufs aussi. Plus tard dans la journée, André avait donné un coup de pied au petit chat de sa grand-mère quand le chat s'approchait trop des œufs. Puis pas juste ça, dit Robert de nouveau, mais on a eu 1000 misères à remparquer les moutons de ta grand-mère quand t'as laissé le cléon de la savane ouvert. Toute la grande famille des Leblanc avait dû passer leur après-midi de Pâques à essayer de rattraper les moutons de Madame Leblanc, sachant qu'elle pouvait avoir à payer une amende si le shérif voyait ces moutons sortis de leur enclos. Tu sais que le gouvernement pourrait revenir sur ta grand-mère si un chat frappait un de ses moutons, hein? Monsieur Leblanc demeurait furieux contre son fils à cause de son comportement de l'après-midi. André savait qu'il allait être puni fort et longtemps pour ses actions. André était soulagé de voir qu'ils arrivent proche de la maison. Son père arrêterait peut-être de le gronder. Quand leur voiture s'apprêtait à traverser le pont de nez piqué, le bayou qui arrose leur petit village, la petite famille Cajun a rencontré la vieille Madame Cléothilde Fruget, qui n'habite pas loin de là. Madame Fruget leur demande « Vous n'avez pas vu mon chat Tissac? Je l'appelle, mais il vient pas. J'ai peur que j'ai perdu mon petit minou. Je vais plus jamais le retrouver. » « Non, Madame Cléophile, on ne l'a pas vu. Et quand c'est la dernière fois vous l'avez vu? » demande Madame Angèle Leblanc. C'est quand mon voisin, ce Bubba Jones, était à la maison ce matin. Tissac se frottait contre sa jambe et il semblait comme s'il n'aimait pas ça. Tu connais ces Texiens, sont différents de nous autres, hein? Tu peux dire juste ça à le regarder que c'est un Américain. Il est plus grand que personne alentour d'ici. Puis c'est l'homme le plus blond que j'ai jamais vu de ma vie. Il n'est pas brun comme nous autres. Madame Fruget n'hésite pas à exprimer son mépris et sa méfiance des étrangers. J'ai assez de misère à le comprendre, pauvre bête. Tu connais, il ne parle pas français et moi, je suis pas trop bon en anglais. Voyant la vieille dame toute découragée, la mère d'André offre
Mais si vous voulez, on peut vous aider à le chercher. » Elle fait l'offre en souhaitant que ses actions aident Madame Fruget à oublier la méfiance qu'elle a pour son voisin. Le curé de l'église Saint-Pierre, Père Garneau, voyant les gens qui cherchent quelque chose, vient les aider aussi. « Merci, répond la vieille dame toute soulagée. Et tout le monde descend de la voiture pour commencer à chercher. Ils cherchent dans le bois, ils cherchent dans la séprière, ils cherchent dans le clos de maillis de M. Saul Fontenot, ils cherchent jusqu'à l'autre bout de la savane à moutons que M. Quebedo loue du gouvernement. On entend partout « Minou, Minou, Tissac, Tissac ». Après avoir cherché pendant plusieurs heures, tout le monde se rencontre à côté du grand plaque minier qui se trouve près du pont. Ils décident ensemble qu'il ne sert à rien de continuer. La vieille Madame Fruget s'en va vers l'église pour allumer des cierges dans l'espoir de retrouver son chat bien aimé. Et le blanc partage sa déception, mais sont quand même contents d'avoir pris le temps d'aider cette vieille dame en détresse. Monsieur Leblanc profite de l'occasion pour faire une leçon à ses enfants. « Vous autres voir, mes enfants, comme ça fait du bien aider les vieux au lieu de lâcher leurs moutons ou donner des coups de pied à leurs chats. » André baisse la tête de honte. Il devra réfléchir longtemps là-dessus. Le prochain chapitre s'appelle « Frisette ». Un samedi, très exactement un mois plus tard, André se promenait à bicyclette, content d'avoir fini tous ses examens et que l'école allait bientôt terminer. Comme il faisait presque à tous les samedis, André s'est arrêté sur le pont pour regarder les poissons dans le bayou et pour jeter des cailloux dans l'eau. Cette fois-ci, André y rencontre M. Sosthène Quebedo, le grand monsieur qui vit l'autre bord du bayou en haut du pont. Monsieur Quebedo a la même expression de détresse qu'avait Madame Fruget le mois précédent. Il dit tout épouvanté. « T'as pas vu Frisette? C'est mon plus gros mouton. C'est le plus beau. Celui-là qui donne la meilleure laine. Il manque depuis hier soir. Je le cherche depuis ce matin de bonne heure. Je le cherche, mais je le retrouve pas. » « Comment il est sorti, Monsieur Sosthène? » demande André. « Oh, c'est toute la faute du monde du bâton rouge. Le gouvernement ne me laisse pas réparer les barrières. Les animaux sont tout le temps après sortir. » Pensant à ce que son père lui avait dit, André se dit que son père serait content de savoir qu'il avait suivi son exemple. Alors, il offre d'aider M. Quebedo à chercher. Les deux cherchent et cherchent. Ils cherchent dans la séprière, ils cherchent dans les latonniers au bord du bois. Ils cherchent au bout de la pointe de la pinière. Ils cherchent jusqu'au milieu de l'anse au Monglier. Le tout sans aucun résultat. Les deux, las d'avoir cherché partout, s'asseyent chacun sur un boscoyau au pied du grand cip au bord du bayou. C'est là que le pauvre M. Sosthène remercie André de son aide. Il rentre ensuite chez lui, tout désappointé de ne pas avoir retrouvé son gros mouton gras et dodu. André se sent mal pour M. Quebedo, mais il est tout de même satisfait d'avoir fait sa bonne action. En rentrant à la maison, André pense « Papa sera fier de moi. J'ai aidé M. Sosthène à chercher son mouton. » Prochain chapitre s'appelle « Caillette ».
Une journée très chaude du milieu de l'été, André et sa sœur Alice revenaient de la pêche. Leur mère Angèle leur avait demandé d'aller attraper des barbus. Elle voulait faire un coubouillon pour célébrer le 4 juillet. Les enfants avaient pêché toute la journée. Ils n'avaient attrapé que 2 petits patassas, un pitoyable petit sac à lait et un vieux casse-bourgeot bien maigre. Depuis quelque temps, ils n'avaient presque plus de poissons dans leur bayou. Tout le monde du voisinage se plaignait que la pêche au nez piqué était très mauvaise. « Personne n'attrape grand-chose, » disait Madame Cléotile Fruget. Certains disaient que les pêcheurs étaient trop nombreux. D'autres blâmaient la température. « Il fait si tellement chaud tous les jours à cette heure, » disait Madame Trahan, la grand-mère de Michel. « Il fait même plus froid l'hiver, » ajoutait-elle d'un air convaincu. Monsieur Leblanc prétendait que c'était à cause de la pollution. Selon lui, les gens jetaient trop d'ordures et de déchets dans l'eau. « D'après moi, » disait Monsieur Leblanc, « le monde jette trop de laveurs et trop de restants dans les rivières et les bayous, trop de fatras. » Madame Leblanc disait en ajoutant son grain de sel, « Moi, je crois que le gouvernement du Bâton Rouge devrait juste renforcer les lois déjà en place et faire payer pour nettoyer les bayous. » Chacun avançait sa théorie, mais personne ne trouvait la raison pour laquelle il n'y avait plus de poissons. André et Alice marchent la tête baissée vers la maison. Les 2 enfants se demandent « Qu'est-ce qu'on va dire à maman ?» En faisant le premier pas pour montrer sur le pont, ils se figurent avec Michel, la petite fille de Madame Alain Trahan. Michel va à la même école qu'Alice et étudie le français dans la même classe qu'elle, la classe de Madame Boudreau. En voyant son amie Alice Leblanc, Michel lui demande « As-tu vu Caillette? C'est la vache à lait de ma grand-mère. Elle a disparu avec son veau durant la nuit. Quand ma mère voulait la traire ce matin, Caillette n'était pas dans l'écurie. On la cherche et on la cherche, mais on ne la retrouvera pas. » Elle s'est échappée, demande Alice. Je ne sais pas, répond Michel. Ma mère croit peut-être que c'est M. Bubba Jones, le Texien, qui l'a volée. Elle dit que monsieur est passé devant la maison hier et il a admiré Caillette, mais je ne sais pas quoi dire. André et Alice se mettaient à chercher avec Michel. Ils cherchent dans la savane à chevaux de M. Edmond East. Ils cherchent dans les marais des Choux-Pics. Ils cherchent dans la forte d'Oche du Bois. Ils cherchent jusqu'au fond de la Cyprière sans voir aucun signe de la chère Caillette. Son petit veau mignon Sauterelle est perdu aussi. Les enfants se reposent à l'ombre du gros chêne vert, pas loin du pont. Michel a le cœur cassé de ne pas avoir retrouvé la vache à lait préférée de sa grand-mère. Elle retourne vers l'habitation de Madame Trahan pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Michel se demande « Comment je vais le dire à ma mère Olympe ?» Après que la vache de Madame Trahan est disparue, les gens de la communauté ont commencé à se poser des questions. Est-ce que quelqu'un a vu des pistes d'animaux près du bayou dernièrement, des animaux farouches? Interrogeait M. Québelot. Mais moi, j'en ai pas vu, a répondu M. Clovis Simard de l'autre bord de la pinière. Madame Trahan questionnait tout le monde qu'elle voyait. Y a-t-il bien eu des signes de loups et de panthères dans le voisinage depuis quelque temps? On lui avait dit que le gouvernement avait libéré des loups dans la région ces derniers temps. Ils voulaient voir s'ils pouvaient survivre, disait-elle d'un ton sarcastique. Ils vont bien survivre en mangeant des vaches, des veaux et des gros moutons bien gras, disait Madame Leblanc pour ajouter son grain de sel. Ouais, mais je crois pas que c'est un loup ou un chat sauvage qu'a mangé mon petit minou, a dit la Madame Fruget en sanglots.
D'autres bons citoyens de la communauté ont commencé à soupçonner leurs nouveaux voisins, les Jones. C'étaient ces gens du Texas qui venaient de s'installer au bayou Népiqué. Ils travaillaient dans le pétrole. Monsieur Ovide Primo du fond de l'Once disait « Tout le monde connaît que ces étrangers ne sont pas fiables. » Robert Leblanc, essayant de calmer les nerfs de ses voisins, leur disait « Je pense que j'ai vu des pistes de panthères près du bayou le jour avant que la caillette a manqué. » Mais M. Québedo contestait « Pouillard, va donc Leblanc. Tu sais que ça fait depuis que je suis petit garçon qu'on n'a pas vu de panthères dans ces paronges ici, ni de chats sauvages non plus. » Les habitants du bayou Népiqué sont allés se coucher ce soir-là, plus du tout sûrs de se sentir en sécurité dans leur petit village bien aimé. André, Alice, Michel et les autres enfants du bayou Népiqué ont fait des mauvais rêves tous les soirs après ça. Ils voyaient des loups, des panthères, des ours, des chats sauvages et bien d'autres animaux qu'ils n'avaient même pas pu imaginer auparavant. Prochain chapitre, Eloise. Juste quelques jours avant que les enfants n'aient dû retourner à l'école, le beau cheval de course Eloise a disparu de l'écurie de M. Edmond East. Toute la communauté a recommencé à soupçonner l'étranger du Texas qui habite juste un demi-mille en bas du pont. M. Edmond, M. Sostin, M. Ovide ainsi que Mme Olympe, puis même la vieille Mme Cléotile Fruget ont tous dit en chœur « Je suis sûr que c'est ce maudit Texien. Il parle pas français. Il nous comprend même pas quand on parle en anglais. Et c'est juste depuis qu'il est ici parmi nous autres que nos bêtes ont commencé à manquer. » Tout le monde du bayou Népiqué se met à chercher le champion de course de M. East. Il cherche dans le clos de patates douces de Mme Trahan. Il cherche à travers l'once aux pailles jaunes et jusqu'au fond de l'once couche-couche. Il cherche jusqu'où le Népiqué se jette dans la rivière Mentau. Il cherche jusqu'au large de la prairie Timamou. Personne ne trouve ni signe, ni piste, ni trace d'Eloise. Il est perdu à jamais. « Allons chercher ce maudit Texien !» crie M. Edmond en toute sa frustration. Le village entier du bayou Népiqué est arrivé en foule chez M. Jones. Ils avaient l'intention de le forcer à se confesser. « On connaît que t'as volé les animaux du village. Avoue-le! Dis la vérité! » criait Mme Olympe. Le bon père Garneau a essayé d'empêcher ses paroissiens de faire une chose pareille. Mais, mes chers enfants, on soyez pas si méchants, disait. Mais personne ne l'écoutait. M. Robert aussi voulait dissuader ses bons voisins. « Pourquoi on ne laisse pas le shérif s'occuper de ça? » suppliait-il, mais sans aucun succès. « Appelle le shérif si tu veux, mais tu connais qu'on ne peut pas se fier au gouvernement, » a dit le grand M. Fontenot pendant qu'il attrapait Bob par le col de la chemise et il l'arrachait de force de sa maison. M. East lui a ligoté les mains derrière le corps. Puis la foule l'emporte jusqu'au pont de Népiqué. Là, ils ont menacé de le jeter dans le bayou s'il ne confessait pas son crime. Prochain chapitre. Le pont Groué. Au moment que cette grosse foule de monde arrive au milieu du pont, ils se sentent le pont qui bouge sur leurs pieds. Quelqu'un crie très fort « Le pont grouille !» Mais il y a tellement de bruit et tout le monde était tellement excité que personne n'entend ce qui est dit. Tantôt, on entend d'autres personnes crier « Le pont est après grouillé! Sauvez-vous !» À ce moment-là, la foule se met à courir en panique. La moitié vers un bord du bayou et l'autre moitié vers l'autre côté du Népiqué. Dans la mêlée, personne ne s'occupe
du misérable Bubba Jones est lui tombé à l'eau sans pouvoir courir. Et il peut encore moins nager avec les mains liées. Quand tout le monde, sauf Bubba Jones, est arrivé sain et sauf à la terre ferme du bord du bayou, l'un d'entre eux s'exclame « On dirait les gros yeux sur le bord du pont !» Un autre s'écrie « Cher bon Dieu, c'est-il possible? C'est le plus gros cocodrille que j'ai jamais vu de ma vie. » C'est vrai, crie une troisième personne. « Regarde ses dents. » André crie à son père. « Regarde, papa, Monsieur Bubba est tombé dans l'eau. » Alice hurle de toutes ses forces. « Et j'ai peur que le caïman va le manger. » Constatant. Ce fait, Monsieur Leblanc dit. « Oui, c'est vrai, et le pauvre malheureux ne peut pas nager avec les mains en marée comme ça. » Monsieur East et Quebedo voient que l'alligator s'ouvre la gueule en vue d'avaler Monsieur Jones tout rond. Ils sortent sur le dos de reptile et se mettent à entortiller un grand câble autour de sa gueule pour la lui fermer. Monsieur East lui attache à sa gueule gigantesque un ancre de bateau qui s'enfonce dans la vase au fond du bayou. Monsieur Leblanc plonge dans le bayou pour récupérer Monsieur Jones et le ramener à l'écart. Robert détache les mains de Bubba et lui demande s'il a mal quelque part. Le père Garneau fait le signe de la croix en remerciement, puis il se tourne vers sa congrégation, les grondant pour ce qu'ils ont fait. Tout le monde en chœur demande pardon à M. Bubba Jones pour ce qui est arrivé. Cependant, M. Jones ne les comprend pas. D'ailleurs, il ne comprend rien qui s'est passé, car il ne parle pas le français. Il se gratte la tête en essayant de comprendre. Heureusement que Mme Leblanc, la mère d'Alice et d'André, parle anglais, et se met à expliquer à M. Leblanc ce qui s'est passé. Mais le pauvre Bubba demeure complètement confus par rapport à tout ce qu'il entend. Il ne comprend toujours rien. Il faudra qu'il se mette à apprendre le français. Le gros alligator harnaché, les habitants de Bayou-Népiquet se sont mis à discuter de son sort. Certains voulaient le libérer plus bas près du golfe de Mexique. Mais après tout, ils ont décidé que dans les marécages de près de la mer, ils n'auraient toujours pas assez d'animaux à manger et ils reviendraient en haut pour manger d'autres animaux domestiques. D'autres voulaient le ramener en ville au Bâton Rouge pour le montrer dans un musée. Les bons gens de Bayou-Népiquet ont finalement décidé qu'il fallait mieux qu'ils ne disent rien au monde du Bâton Rouge. Ils ne voulaient pas que ces gens du gouvernement viennent se fourrer leur nez dans leurs affaires ici. Ils ont alors conclu qu'il fallait tuer le gros alligator, puis diviser la viande entre tous les citoyens de leur village. Monsieur Leblanc a suggéré, et quand on va le tuer, ce gros caïman, il faudra que mon ami Bubba ait la plus grosse part de viande en récompense pour ses misères. Les habitants ont tous baissé la tête de honte et ont dit à l'unisson, « Oui, bien sûr. » Puis, dans la tradition des habitants de Sud-la-Louisiane, la boucherie commence. En dessous du grand pacanier, à côté de l'église Saint-Pierre, Madame Trahan met une grosse chaudière d'eau à bouillir. Des hommes d'affaires s'affairent à écorcher le gros reptile et le découper en steak et en rôti. D'autres commencent à tanner la peau pour en faire du cuir pour des bottes, des sacs et des souliers. On fait du boudin de cocodrille, du jambalaya de cocodrille, de la sauce piquante de cocodrille et des boulettes de cocodrille pour tous les travailleurs. Et même après tout ça, il reste toujours assez de viande pour que chaque famille en ait sa part pour durer toute l'année. À Noël cette année-là, chaque personne a reçu une nouvelle paire de bottes, de souliers ou un beau sac. Le tout fait en peau de cocodrille. Ainsi, encore conforme aux traditions du sud de la Louisiane qui dit aucune partie d'une bête ne devrait être gaspillée. Madame Richard, du bord de la Cyprière, a fait de belles boucles d'oreilles avec les os et les dents de cet énorme reptile. Tout le monde demeurait quand même étonné
de savoir que le pont de leur bayou avait été tout ce temps-là un énorme alligator. « Je me promenais tous les jours là sur la bicyclette, disait André. Moi, je passais là toutes les semaines pour aller à la grosserie, s'étonnait Madame Frugier en s'essuyant le front d'un mouchoir. Madame Trahon ajoutait, mais ma pauvre Caillette mangeait de l'herbe au bord du bayou tous les matins et tous les soirs. Alice, d'un air perplexe, pose la question du jour, mais comment ça se fait que depuis tout ce temps-là, personne ne s'est jamais aperçu que le pont était un cocodrie? Puis Michel rajoute à la question demandant, et pourquoi il n'avait jamais mangé de nos animaux avant? Un cocodrie, il faut que ça mange, non? Le père Garneau ne peut pas rater une occasion pour faire une leçon. Il répond en toute sincérité, comme les crocodiles sont des reptiles au sang froid, ils n'ont pas besoin de manger tous les jours. Le bon curé canadien continue en disant, celui devait, pendant des années, se nourrir des poissons dans le nez piqué. Monsieur Primo ajoute son grain de sel en disant, longtemps passé, il y avait assez de chevreuils, de lapins et chaouis pour le tenir satisfait. À cette heure, il n'y en approche plus. André imagine ce reptile géant et lourd essayant d'attraper des chevreuils, des lapins ou des ratons laveurs. Il avance sa propre théorie. D'après moi, le cocodrie avait commencé à vieillir et les vaches étaient plus faciles à attraper que les chevreuils et les lapins. Si ça c'est vrai, dit M. Edmond, comment il a fait pour attraper Eloise? Oui, justement, continue le père Garneau. Aussi, depuis il y a de moins en moins de poissons dans le bayou, il a dû être obligé de se mettre à manger les animaux du voisinage. C'est typique des animaux carnivores de nos jours qui n'ont plus d'habitat naturel. Comme il y a de plus en plus d'humains et de moins en moins de place pour les herbivores, les carnivores se mettent parfois à manger les animaux domestiques qui sont à leur portée. Le dernier chapitre, un nouveau pont. Robert, le père d'André, a fait ressembler les gens du Bayou-Nez-Piquet dans un grand meeting du village. Il faudra qu'on promette de ne plus jamais jeter des cochonneries dans le bayou. Il faut qu'on essaye de protéger les animaux sauvages aussi, ajoute Mme Michel Trahon. Alors tous les habitants du Bayou-Nez-Piquet se sont promis que désormais, ils ouvraient dons pour protéger l'habitat des animaux sauvages. Ils se sont aussi promis de ne plus polluer leur beau bayou en faisant bien attention à ceux qui jetteraient dans l'eau. Monsieur Primo, au fond de la foule du monde, encore, moi, j'ai un morceau de terre au bord de la cyprière là-bas, sur mon habitation à Lens-Couche-Couche. Monsieur Ouvide fait cette offre généreuse dans le but d'en faire une réserve pour les bêtes fauves. Pour revenir au problème du pont, le père Garneau a tout de suite fait signer une pétition par tous les bons citoyens du Bayou-Nez-Piquet pour envoyer au Bâton Rouge. La pétition prétendait que leur pont avait été détruit par un ouragan nommé Cocodrie. Leur communauté insistait que le gouvernement lui construise un nouveau pont pour traverser leur bayou bien aimé. La prochaine fois que vous traversez le Bayou-Nez-Piquet, n'oubliez pas de regarder le beau nouveau pont. Depuis ce temps-là, le pont du Nez-Piquet n'a plus jamais bougé. Fin. C'est intéressant, hein? Vous n'avez pas imaginé un pont qui était vraiment un gros cocodrie, alligator? Ça sera quelque chose. Hein? Peut-être vous avez appris des informations à propos de l'allusion, à propos de nos traditions, de comment c'est important de respecter les traditions et respecter des personnes qui sont différentes, et respecter notre environnement, les animaux et les plantes qui habitent autour de nous autres. C'est important. Ok les amis, j'espère que vous allez aimer cette petite histoire, ce livre de M. Richard Guidry. On va se voir plus tard. Soignez vous autres et soignez les autres. Au revoir.